Imagine un instant où un geste aussi simple que prêter un téléphone dans le tumulte du métro parisien peut changer deux vies pour toujours. Sous les néons vacillants de Paris, une rencontre improbable va tisser un lien entre deux âmes perdues, dans une ville qui ne s'arrête jamais. Prêt à plonger dans une histoire qui touche le cœur, laisse-toi emporter par cette aventure émouvante et partage-la avec ceux qui croient en la magie des petites attentions. À la fin, dis-nous dans les commentaires ce que cette histoire t'a inspiré. À Paris, dans l'effervescence du métro Châtelet-Les Halles, un soir d'automne frisquet vers 21h, la foule grouille comme une rivière en crue. Les talons claquent sur le carrelage usé, les valises à roulettes grincent, et les annonces nasillardes du métro se perdent dans le brouhaha. Les néons du plafond clignotent, comme des paupières fatiguées d'une ville qui ne dort jamais. Les odeurs se mélangent, métal chaud des rails, parfum bon marché, et sueur des heures de pointe. Paris, à cet instant, n'a ni patience ni place pour les âmes fragiles. Noé, 32 ans, se tient à l'écart, près d'un pilier rayé par des années de passage. Son sac en toile noire pend sur une épaule. Ses écouteurs reposent autour de son cou, diffusant à peine un vieux morceau de jazz qu'il n'écoute qu'à moitié. Graphiste indépendant, il vit au rythme de ses projets, préférant les trajets tardifs quand le métro est presque vide, laissant place au silence qu'il chérit. Ce soir-là, il vient de boucler un contrat pour une start-up branchée, des logos épurés, audacieux, avec une touche spirituelle mais moderne. Le paiement couvrira son loyer et ses grains de café préférés, ceux qu'il achète chez un torréfacteur du 11e arrondissement, où l'odeur de moka embaume la rue. Il pense à son dîner, peut-être une crêpe au sarrasin du stand près de chez lui ou les restes de pâtes au pesto dans son frigo, quand son regard s'arrête sur elle. Au bout du quai, sur un banc métallique froid, une jeune femme est assise, seule, enveloppée dans un manteau beige trop grand pour elle, comme une armure mal ajustée. Ses longs cheveux blonds, légèrement emmêlés, tombent en cascade sur une épaule, comme si elle avait couru sous une bourrasque d'automne. Ses genoux sont repliés contre sa poitrine, ses bras serrés autour d'eux, et ses épaules tremblent doucement. Elle pleure, sans bruit, sans drame, comme si elle se défaisait fil par fil sous le poids d'un chagrin invisible. Autour d'elle, la foule passe, indifférente. Un homme en costume, attaché case à la main, lui jette un regard avant de vérifier sa montre en or. Un ado aux écouteurs fluo lève les yeux au ciel, agacé. Encore une folle, marmonne une femme en manteau rouge, accélérant le pas. Noé reste figé un instant, ses doigts serrant son téléphone dans la poche de son jean usé. Il hésite. La ville lui a appris à garder ses distances, à ne pas se mêler des histoires des autres. Mais quelque chose dans la fragilité de cette fille, dans la solitude qu'elle dégage au milieu de cette marée humaine, le pousse à agir. Il s'approche, ses baskets couinant légèrement sur le sol. « Excuse-moi » dit-il doucement, s'accroupissant à quelques pas pour ne pas l'effrayer. « Ça va ?» Elle relève la tête brusquement, comme si personne ne lui avait parlé depuis des heures. Ses yeux, rouges et humides, sont d'un bleu perçant, comme un ciel d'hiver. Ses joues sont striées de larmes, mais son regard est vif, alerte. « J'ai perdu mon téléphone » bredouille-t-elle, la voix tremblante, presque avalée par le grondement d'un métro au loin. « J'ai besoin d'appeler quelqu'un, juste une fois. Mais personne. » Elle s'arrête gênée, comme si elle avait trop parlé. Noé hoche la tête, sort son téléphone de sa poche. « Tiens, prends ton temps. Pas de questions. » Elle le dévisage, méfiante. « T'es sûr ?» demande-t-elle, ses doigts crispés sur l'ourlet de son manteau. « Je suis encore là, non ?» répond-il avec un demi-sourire, ses yeux noisettes pétillant d'une chaleur discrète. « Et j'ai du temps pour quelqu'un qui a besoin d'être écouté. » Elle hésite, puis tente une main tremblante, ses ongles courts et sans vernis frôlant la coque usée du téléphone. Ses doigts sont froids contre ceux de Noé. Elle se détourne légèrement, comme pour se protéger des regards curieux de la foule. Sous la lumière crue du néon, elle fixe l'écran, tapant quelque chose, s'arrêtant, effaçant, recommençant. Ses épaules s'affaissent, son souffle est court. Elle ne passe aucun appel. Après ce qui semble une éternité, mais peut-être 2 minutes, elle lui rend le téléphone, murmurant un « merci » si bas qu'il doit tendre l'oreille. « Tu veux que j'appelle quelqu'un pour toi ?» propose Noé, sa voix douce mais ferme. Elle secoue la tête rapidement, ses cheveux glissant sur son col. « Non, j'avais juste besoin de dire quelque chose, et je ne savais pas à qui. »
Avant qu'il puisse répondre, un métro surgit dans un souffle d'air, ses phares clignotant comme des yeux dans la pénombre. Elle se lève d'un bond, son manteau balayant le banc. Elle se tourne vers lui juste un instant, et son regard porte une douleur indéfinissable, mêlée d'une étrange gratitude. Puis elle disparaît dans la foule, avalée par les portes du wagon. Noé reste là, immobile, son téléphone encore tiède dans la main. Il baisse les yeux sur l'écran. Une fenêtre de message est ouverte. Elle a écrit, sans envoyer. « Je ne veux pas d'argent, je veux juste qu'on me voie. » 7 mots, simples, mais lourds comme une tempête. Il les relit 3 fois, le cœur serré. Ces mots ne sont pas juste un message, ils sont un cri, une prière, un aveu. Le prochain métro n'arrive que dans 12 minutes. Noé s'assoit sur le banc, encore marqué par la chaleur de son corps. Les mots flottent dans l'air comme l'écho d'une voix qu'il n'oubliera pas. Sans savoir pourquoi, il ne supprime pas le message. Dehors, Paris scintille sous ses néons. Les klaxons des taxis résonnent, les enseignes des brasseries clignotent, et les passants pressés se croisent sans se voir. Noé marche jusqu'à son appartement dans le Marais, un 2 pièces modeste au 3e étage sans ascenseur. Les murs sont tapissés de livres, de plantes en pot et de croquis qu'il garde pour lui. Des esquisses de rues parisiennes, de visages anonymes, de moments saisis dans l'ombre. L'air sent le café fraîchement moulu et la poussière des vieux vinyles. Il pose son sac, s'affale sur son canapé en cuir râpé et rouvre son téléphone. Le message est toujours là. Je ne veux pas d'argent, je veux juste qu'on me voie. Ces mots le percutent, encore et encore. Qui était-elle? Pas une fille en quête de drame ou d'attention. Elle était brisée, mais digne, comme quelqu'un qui porte un poids trop lourd pour ses épaules. Elle n'a rien demandé, juste un instant, une écoute. Et Noé, sans comprendre pourquoi, le lui a offert. Cette nuit-là, le sommeil lui échappe. Les mots dansent derrière ses paupières, mêlés à l'image de son visage. Ses yeux fatigués, trop vieux pour quelqu'un d'aussi jeune. Ses cheveux blonds frôlant le col de son manteau. Ce regard qu'elle lui a jeté avant de monter dans le métro. Il se lève vers minuit, fait chauffer de l'eau pour un thé à la menthe, ouvre son carnet de croquis. Il ne la dessine pas, il n'est pas ce genre d'homme. Mais ses lignes portent son empreinte. Des courbes douces, des ombres lourdes, un silence esquissé. Au matin, le message est toujours là, intact. Noé ne sait ni son nom, ni d'où elle vient, ni où elle est partie. Mais il sait qu'elle l'a marqué, et une petite voix en lui, celle qu'il écoute rarement, espère la revoir, pas pour le téléphone, pas pour le message. Paris ne ralentit jamais. Ses rues vibrent d'une énergie brute, incessante. Pourtant, ce soir-là, Noé marche plus lentement, ses pas le guidant sans raison vers Châtelet-Les Halles. Il repasse sous le même néon clignotant, près de la même dalle fêlée où il l'a vue. Et elle est là, sur le même banc comme une ombre revenue d'un rêve. Ses cheveux blonds sont tressés avec soin, reposant sur son épaule comme une corde dorée. Son manteau beige est boutonné jusqu'au col, ses mains reposent calmement sur ses genoux. Ses yeux, toujours marqués d'une tristesse douce, sont plus clairs, comme un ciel après la pluie. Elle lève la tête, le voit, et son souffle se coupe. Noé s'arrête, le cœur battant. Le quai, la foule, le bruit, tout s'efface. Elle se lève, ses bottes en cuir noir claquant doucement sur le carrelage. « Je ne pensais pas te revoir », dit-elle, sa voix plus ferme, teintée d'une chaleur nouvelle. Noé esquisse un sourire, un peu gauche. Et pourtant, me voilà. Elle baisse les yeux, puis les relève, un éclat vulnérable dans son regard. Chaque jour, je suis revenu ici, pas parce que je devais, mais parce que j'espérais. Peut-être que l'homme aux yeux gentils repasserait. Noé cligne des yeux, troublé. « Tu m'attendais ?»« Pas attendre », corrige-t-elle, un sourire timide aux lèvres. « Espérer. » Un silence s'installe, doux, seulement troublé par le grondement lointain d'un métro. Elle incline la tête vers la sortie. « Un café, ça te dit ?» Noé hoche la tête, le cœur léger. « Oui, j'aimerais bien. » Il marche jusqu'à un petit stand à café à l'angle de la rue. Un de ces chariots métalliques qui sentent l'espresso brûlé, la cannelle et la pâte chaude des gaufres. Le vendeur, un vieil homme aux lunettes épaisses, leur sert leur boisson avec un clin d'œil. Noé prend un café noir, Elena un thé à la bergamote avec une goutte de lait. Il s'assoit sur un banc de bois devant une librairie fermée, ses vitrines ornées d'affiches jaunies. Leurs gobelets en carton réchauffent leurs mains contre le froid d'octobre. Il parle peu, mais le silence est confortable,
comme si Paris, pour une fois, avait baissé son volume. « Je m'appelle Elena, dit-elle enfin après une longue gorgée. Tu mérites de le savoir. Noé, répond-il simplement. Elle sourit. Un sourire fragile mais vrai. Je ne suis pas prête à tout expliquer, mais ce soir, je ne fuis plus. Noé la regarde, ses yeux doux comme une promesse. Tu n'as rien à expliquer, pas à moi. Ils se regardent, vraiment. Et quelque chose en Elena s'adoucit, ses épaules s'abaissent, son souffle ralentit. Un violoniste de rue, installé sous un réverbère, joue une mélodie lente, un air de Vivaldi peut-être, qui flotte dans l'air comme une caresse. Il ne parle pas de son passé, ni de ce qui l'a fait pleurer. Ils partagent juste cet instant, leur cœur un peu plus ouvert, comme une fenêtre qu'on entr'ouvre après un long hiver. Chaque jeudi à 16 h, ils se retrouvent dans un petit café, niché entre une fleuriste au panier débordant de roses et une librairie aux étagères croulantes, dans le 6e arrondissement. Les fenêtres du café, grandes et légèrement embuées, laissent entrer une lumière dorée qui adoucit les angles. Les tables sont en bois patiné, les chaises dépareillées, et l'odeur de pain grillé se mêle à celle du thé à la vanille. L'endroit est calme l'après-midi, fréquenté par quelques habitués. Un vieil homme lisant son journal, une étudiante griffonnant dans un carnet. La barista, Julie, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux poivre et sel, apprend vite leur commande. Un thé chaud épicé pour Elena, un café noir avec une pincée de cannelle pour Noé. Elle ne pose jamais de questions, glissant leur tasse sur le comptoir avec un sourire qui semble dire « Prenez votre temps ». Ils s'assoient toujours à la même table, près de la fenêtre, face aux platanes du jardin du Luxembourg, dont les feuilles roussissent sous l'automne. Parfois, ils parlent, parfois ils se taisent, écoutant le cliquetis des cuillères et le murmure des conversations. Leur silence n'est jamais vide, il est plein, comme une toile qu'on n'a pas besoin de remplir de mots. Noé, d'habitude discret, parle plus ici. Peut-être parce qu'Elena écoute, vraiment, sans l'interrompre, ses yeux bleus posés sur lui comme une encre. Il raconte son enfance dans un appartement étroit de Belleville, avec son grand-père, un horloger aux mains noueuses, qui réparait des montres anciennes et lui apprenait à dessiner des formes simples, des cercles, des ombres, des visages. Il parle des vieux postes de radio qu'il démontait, fasciné par leurs entrailles, du craquement des vinyles qu'il écoutait en boucle, du grincement des planchers sous ses pas d'enfant. « J'ai toujours été un peu en retard », avoue-t-il un jour, fixant la mousse de son café. « Je comprends les choses après tout le monde, comme si j'avais un temps de décalage. » Elena ne rit pas. Elle pose sa tasse, le regarde. « C'est pour ça que tu vois ce que les autres ignorent », dit-elle, et ces mots, simples, le touchent en plein cœur. Elena se livre par fragments, comme des pétales qu'elle laisserait tomber un à un. Elle ne parle ni de sa famille, ni de son adresse, mais évoque une enfance dans des salons dorés, entourée de gens au sourire froid, au regard qui ne s'arrêtait jamais sur elle. Des dîners interminables où elle devait se taire, hocher la tête, être une poupée parfaite. « J'avais tout », murmure-t-elle un jour, caressant le bord de sa tasse. Des robes, des bijoux, des voyages, mais rien n'était à moi. J'étais comme du papier peint, joli, bien placé, mais personne ne me voyait. Noé l'écoute, ses yeux doux comme une lumière tamisée. « Toi, invisible ?» dit-il avec un sourire. « Impossible. » Un jeudi, elle arrive avec un livre, Le Petit Prince, ses pages jaunies, ses coins cornés par des années de lecture. Elle le pose sur la table, sans un mot. Noé hausse un sourcil, taquin. « Lecture obligatoire ?» Elle secoue la tête, un sourire timide aux lèvres. « Juste un livre que j'aimais, avant que tout devienne compliqué. » Il l'ouvre, découvre des phrases soulignées au crayon, des notes griffonnées dans les marges. On ne voit bien qu'avec le cœur. Une page glisse, un papier plié. Il l'ouvre avec précaution. En son écriture fine, il lit. Parfois, un seul regard peut sauver une âme. Elena le regarde, ses doigts noués sur ses genoux, nerveuse. « Je l'ai écrit après t'avoir rencontré », murmure-t-elle. « Ça m'est venu comme ça. Je ne savais pas où le mettre, alors je l'ai gardé dans ce livre. Mais il est à toi, maintenant. » L'air du café semble s'alourdir, chargé d'une émotion invisible. Noé replie le papier, le glisse dans le livre, le tenant comme un trésor. « Merci de m'avoir laissé te voir », dit-il, sa voix basse, sincère. Elena exhale, comme si elle libérait un souffle retenu depuis des années. Ils parlent ensuite de choses légères, leurs films préférés. Amélie Poulain pour elle, Paris, Texas pour lui, la meilleure boulangerie pour les macarons, la pire coupe de cheveux de leur adolescence, un mulet raté pour Noé, une frange trop courte pour Elena. Mais quelque chose a changé. Leur silence n'est plus seulement confortable, il est partagé, comme un secret qu'ils portent à deux. Un après-midi d'octobre, alors que les feuilles dorées tapissent les pavés, ils visitent une exposition photo dans une petite galerie près de Saint-Germain-des-Prés. Les murs sont couverts de portraits bruts, en noir et blanc, capturant des inconnus dans des moments crus.
un vieil homme riant aux éclats, une femme pleurant en silence, un enfant perdu dans ses pensées. Elena s'arrête devant chaque image, ses doigts frôlant le cadre. Il ne sourit pas, murmure-t-elle, comme si elle parlait à elle-même. Non, répond Noé, debout à ses côtés. Mais ils ne font pas semblant. Elle hoche la tête. Ils sortent dans le vent frais, les feuilles tourbillonnant autour d'eux comme des flammes dorées. Ils marchent en silence jusqu'au jardin du Luxembourg, où les enfants courent après des cerceaux et les couples se promènent main dans la main. Ils s'assoient sur un banc sous un érable flamboyant, ses feuilles rouges et or scintillant dans la lumière déclinante. Elena rompt le silence, sa voix douce mais ferme. Je m'appelle Elena Dubois. Mon père est Pierre Dubois. Si tu lis les pages économiques du Figaro, tu connais ce nom. Noé l'écoute, immobile, son regard posé sur elle comme une encre. J'étais censé épouser un homme. Pas par amour, mais pour sceller un contrat, une fusion d'entreprise, une robe blanche, un sourire pour les caméras, une vie décidée à ma place. J'ai dit non. Ils m'ont traité de folle, d'instable, d'ingrate. Alors j'ai pris un sac, j'ai laissé mon téléphone dans un taxi, et je me suis perdu dans Paris, dans les quartiers où personne de mon monde ne met les pieds. Noé la regarde, son visage calme, sans jugement. Ça ne ressemble pas à fuir, dit-il enfin. Ça ressemble à survivre. Elena cligne des yeux, une larme roulant sur sa joue. J'avais peur qu'on ne m'aime que pour mon nom, mon argent, l'image que je renvoie. Mais toi, tu ne m'as rien demandé. Tu m'as juste vu. Noé sourit, un sourire qui creuse des fossettes discrètes. C'est tout ce dont j'avais besoin de voir. À partir de ce jour, ils s'installent dans la vie l'un de l'autre, doucement, sans forcer. Ils lisent ensemble sur les pelouses du Luxembourg, flânent dans les boutiques d'antiquités de la rue Jacob, s'échangent des notes pliées sur les tables des cafés. Noé l'emmène dans une librairie cachée du quartier latin, où les étagères sentent le cuir et le temps. Elena lui fait découvrir les croissants au chocolat à minuit, achetés dans une boulangerie ouverte tard près de la Seine. Ils ne nomment pas ce qu'ils vivent, n'en font pas une histoire d'amour avec des grands mots. Mais leurs murs s'abaissent, et ce qui pousse entre eux est simple, vrai, comme une plante qui n'a besoin que de lumière et d'eau. Un matin de novembre, le ciel est d'un bleu éclatant, l'air sent le pain frais des boulangeries et la fumée des cheminées. Ils sont sur leur banc habituel au Luxembourg, des gobelets de café fumant dans les mains, les doigts frôlant la laine de leurs écharpes. Soudain, des pas précipités brisent le calme, des flashs crépitent, des voix hurlent. Elena Dubois, c'est vrai que vous avez fui votre mariage? C'est lui, l'homme pour qui vous avez tout abandonné. Une meute de journalistes, micro tendu, appareil photo braqué, encercle le banc. Les flashs explosent comme des éclairs, aveuglants. Elena se fige, son souffle coupé, une main levée comme pour se protéger. Noé agit d'instinct. Il ôte sa veste en laine grise, la drape sur la tête et les épaules d'Elena, masquant son visage. Il se place devant elle, bras légèrement écartés, sa voix calme mais inflexible. Elle ne vous doit rien. Ce n'est pas une nouvelle. C'est une femme qui veut vivre. Les questions fusent. Les flashs continuent. C'est une figure publique. Crache un journaliste. C'est une personne, rétorque Noé. Et elle n'a rien à vous dire. Il ne crie pas, ne s'énerve pas. Il est juste là, solide comme un mur. Puis il se tourne vers Elena, prend sa main et murmure « Viens ». Il court à travers le parc, slalomant entre les joggeurs matinaux et les promeneurs de chiens, plongeant dans les ruelles étroites du 5e arrondissement. Leur souffle forme des nuages dans l'air froid, leurs bottes claquent sur les pavés. Il s'arrête dans une impasse derrière une vieille librairie, hors d'haleine, à l'abri des regards. Elena tremble, non pas de peur, mais d'une émotion plus profonde. Elle repousse la veste, ses yeux brillants de larmes. « Ce n'est pas les caméras qui me font peur », chuchote-t-elle, la voix brisée. C'est d'être vue et de rester invisible. Noé ne répond pas tout de suite. Il la prend doucement dans ses bras, son cœur battant fort contre elle. Elle pose son visage contre son torse, écoutant le rythme régulier de son pouls. Il ne promet pas que tout ira bien, ne tente pas de réparer ce qui est cassé. Il est juste là, tenant son silence comme on tient une flamme fragile. Et pour la première fois, Elena se sent vraiment vue. Pas comme une héritière, pas comme une image, mais comme elle-même. Un soir de pluie, alors qu'il marche près de la Seine, le ciel s'ouvre soudain, déversant des trombes d'eau. Il court, riant entre deux éclats de tonnerre, jusqu'à une librairie ancienne près de Notre-Dame. La clochette de la porte tinte faiblement, l'odeur du vieux papier et du bois cirait les enveloppes comme une couverture.
Les étagères croulent sous des livres oubliés, leurs couvertures usées par des mains d'inconnus. Il n'y a personne, juste eux, trempés, leurs cheveux collants à leur visage. Noé secoue l'eau de sa veste, riant. Paris a encore des cachettes, on dirait. Elena ne répond pas. Elle se tient près de la porte, une main agrippant le bord de sa veste, ses yeux posés sur lui avec une intensité nouvelle, comme si elle voyait quelque chose qu'elle n'avait pas osé regarder avant. Il s'installe dans un coin, sous un vieux puits de lumière poussiéreux. Elena s'enroule dans un fauteuil râpé. Noé s'assoit par terre, adossé au mur. La pluie tambourine sur le verre, un rythme doux et régulier. Elena parle, sa voix basse mais claire. Toute ma vie, on m'a dit quoi faire. Comment m'habiller, où me tenir, qui aimer. Tout, jusqu'à la façon dont je coiffe mes cheveux, était décidé. Je sais obéir, sourire pour les photos, être parfaite. Mais je ne sais pas faire confiance. Je ne sais pas laisser quelqu'un entrer et croire qu'il restera. Elle baisse les yeux, honteuse du tremblement de ses mains. Noé ne cherche pas à la réconforter avec des promesses faciles. Il pose sa main sur la sienne, chaude et stable. « Je ne sais pas ce que demain apportera, » dit-il, sa voix grave comme un murmure de contrebasse. « Mais je sais que quand tu me regardes, je me sens chanceux. Parce que tu choisis de me voir vraiment, et tu mérites quelqu'un qui te voit de la même façon, tous les jours. » Elena cligne des yeux, des larmes roulant lentement sur ses joues. Elle se penche, pose son front contre le sien, et ils restent là, partageant le même souffle, ancrés dans une proximité qu'ils commencent à comprendre, à Needing. Noé pense qu'elle pourrait disparaître, retourner dans l'ombre de son monde, mais elle reste. Quand la pluie s'arrête et que le libraire, un vieil homme à la barbe broussailleuse, revient en haussant un sourcil, Elena se lève et prend la main de Noé. Ils sortent ensemble, le monde lavé par la pluie, l'air chargé de promesses. Quelques semaines plus tard, Elena monte sur une petite scène dans une bibliothèque communautaire du 11e arrondissement, coincée entre une école primaire et une laverie. Les chaises sont dépareillées, le micro grésille, les néons bourdonnent doucement, mais la salle est pleine. Pas de maquillage, pas de robe de créateur, juste Elena, en chemise blanche et jean, ses cheveux blonds noués en un chignon lâche. Les appareils photo cliquent, mais ce ne sont pas les flashs. Elle prend une grande inspiration. « Je m'appelle Elena », commence-t-elle, sa voix claire, posée. Pas Elena Dubois, pas l'héritière, pas la fugitive. Juste Elena. J'ai fui parce que j'avais peur de disparaître, pas du monde, mais de moi-même. J'étais entouré de gens qui voyaient mon nom, ma valeur, mon utilité, mais jamais moi. Puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné un téléphone, un instant pour être humaine. Elle sourit, son regard balayant la salle, s'arrêtant sur Noé, au fond, qui l'observe avec une fierté silencieuse. Je ne suis pas ici pour faire scandale ou récupérer quoi que ce soit. Je suis ici pour lâcher prise. J'ai quitté le conseil de la famille Dubois. J'ai renoncé à l'héritage. J'ai choisi autre chose, une vie où je suis vu pour qui je suis, pas pour ce que je représente. Les applaudissements sont doux, respectueux, comme un murmure d'approbation. La salle, simple et chaleureuse, lui rend son honnêteté. Les semaines passent, les gros titres s'effacent, la ville reprend son rythme. Dans un coin tranquille du Marais, Elena et Noé ouvrent une petite boutique, vue. Les planchers de bois craquent sous les pas. Les grandes fenêtres captent la lumière de l'après-midi, la faisant danser sur les murs. Les étagères débordent de livres d'occasion, leurs pages remplies de notes manuscrites laissées par des inconnus. Il y a des chaises dépareillées, des tables bancales, un coin pour écrire des journaux intimes, un mur pour des lettres anonymes que les clients laissent pour d'autres, sans jugement. Ils servent du thé à la camomille, des parts de gâteau au citron, et parfois un chocolat chaud épais, comme celui que Noé préparait avec son grand-père. Le jour de l'ouverture, la boutique sent le citron et le papier, et une file d'inconnus curieux serpente jusqu'au coin de la rue. Une adolescente glisse une lettre à son père dans un recueil de poèmes. Un homme colle une note à son jeune lui sur la vitrine. Personne ne pose de questions. Vue est un refuge, un endroit pour être, sans avoir à s'expliquer. Un soir de décembre, la neige tombe doucement, ses flocons légers comme des murmures sur les vitres. La boutique est fermée, les lumières tamisées baignent la pièce d'une lueur chaude. Noé et Elena sont assis sur un long banc à l'arrière, une couverture en laine jetée sur leurs jambes. Noé sort son téléphone, un sourire hésitant aux lèvres. « Je ne l'ai jamais effacé », dit-il, brisant le silence comme une bûche qui craque dans un feu. Il lui montre l'écran, le message, toujours là. « Je ne veux pas d'argent, je veux juste qu'on me voie. »
Elena le fixe, ses lèvres s'entr'ouvrant, ses yeux brillants. Elle prend le téléphone, ses doigts effleurant l'écran, et tape. « Et j'ai été vue. Par toi. » Elle appuie sur envoyer. Noé sourit, un sourire qui creuse son cœur, qui le fend en deux pour la laisser rentrer. Le lendemain matin, la neige a drapé Paris d'un manteau blanc. Elena ouvre la porte de vue, un balai à la main pour dégager les marches. Sous une pierre, sur la table dehors, elle trouve une note sur un papier épais. Elle l'ouvre. « Merci de m'avoir donné un endroit pour me sentir vue. » Pas de nom, pas de signature, juste ces mots. Elena la serre contre son cœur, son souffle formant un nuage dans l'air glacé. Noé sort, enroule un foulard doux autour de son cou, embrasse son front, puis le coin de sa joue. « Je n'aurais jamais cru que la fille qui m'a emprunté mon téléphone volerait mon cœur, » murmure-t-il, un éclat malicieux dans les yeux. Elena rit, pince son nez doucement. « T'es trop romantique, Noé. »« Coupable, » répond-il, son rire résonnant comme une clochette. Ils restent là, la neige tombant doucement, ponctuant leur amour d'une tendresse silencieuse. Puis ils rentrent, et la clochette au-dessus de la porte tinte, un accueil discret pour ceux qui, demain, viendront chercher un endroit pour être vus. Cette histoire t'a-t-elle fait sentir la chaleur d'un regard sincère? T'a-t-elle rappelé la puissance d'un geste simple? Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de se sentir vu, et laisse un commentaire pour nous dire ce qu'elle a éveillé en toi. Depuis quel pays ou ville regardes-tu l'histoire? Nous sommes curieux de le savoir. Merci de nous l'écrire dans les commentaires. Rejoins-nous sur Histoire de Justice pour d'autres histoires qui touchent l'âme et rappellent que les plus beaux moments naissent souvent d'un murmure. À bientôt, et n'oublie pas, un petit geste peut changer une vie.